Bonjour à tous, ici Renan Branchard sur la clé du succès. Jeune entrepreneur, je suis aussi un passionné de la performance, du dépassement de soi et de l'excellence. Alors, comment se préparer mentalement pour dépasser ses limites, battre un record du monde à presque 40 ans, manger sereinement pour devenir champion du monde de vélo, gagner 8 médailles olympiques, permettre à une équipe en quête de résultats de tout gagner ou devenir la première femme, championne d'Europe, championne du monde, championne olympique la même année? On vous dit tout dans la clé du succès où je vous propose d'échanger avec des coachs, des entraîneurs, des mentors, des préparateurs mentaux sportifs, des nutritionnistes qui font briller des équipes et qui aident des personnes à faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Ils vous permettent de dépasser vos limites, casser vos barrières psychologiques, se surpasser pour atteindre des objectifs qu'on pensait inaccessibles. Ces personnalités extraordinaires me dévoilent en quelque sorte leurs recettes qui leur ont permis d'atteindre un réel succès avec les personnes qu'ils entourent. Un nouvel épisode sortira toutes les 2 semaines, le mercredi matin. Et si l'épisode vous plaît, ou que vous avez tout simplement envie de le faire connaître, partagez-le autour de vous, mettez une note, un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre application d'écoute préférée. Tout ça vous prendra pas plus de 2 minutes, mais ça m'aidera beaucoup à diffuser les recettes du succès de ces personnalités. Je ne vous en dis pas plus et j'espère que ces échanges vous inspireront et que cela vous permettra peut-être d'obtenir le meilleur de vous-même. Aujourd'hui, j'accueille un des plus grands palmarès du sport français, Patrice Martin. Le titre de cet épisode est « Se donner des challenges pour se dépasser ». Oui, car pour remporter 12 titres de champion du monde, Patrice Martin a dû se donner des challenges pour toujours progresser et avancer. Après sa carrière au plus haut niveau, avec un des plus grands palmarès du sport français, il passe par la case entraîneur. Il nous éclaire sur l'accompagnement que peuvent avoir ces grands sportifs et nous donne également son avis sur ce qui différencie pour lui un grand champion d'un athlète de haut niveau. Patrice est actuellement en campagne pour devenir président du Comité national olympique et sportif français. Vous entendrez quelques chantiers, nouveautés qu'il souhaite mettre en place avec son équipe pour le sport, que ce soit pour le plus haut niveau mais également pour le sport amateur, en club, en fédération. Ça vaut le coup de s'y pencher et je trouve que ça pourrait faire bouger pas mal de choses. On aborde également un sujet sensible qui est celui des violences et discriminations dans le sport, sexuel ou non. Et certaines idées que Patrice me donne sont assez intéressantes pour essayer d'endiguer le plus possible ce type de problème. Enfin, il nous dévoilera son secret pour se mettre dans sa bulle avant une compétition et ainsi obtenir un des plus grands palmarès du sport français. Allez, je vous laisse rentrer plus dans le détail de cette conversation inspirante avec Patrice Martin. Bonjour Patrice, bienvenue sur le podcast. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Si ça te convient, je vais te présenter rapidement pour mettre les auditeurs dans l'ambiance. Ok. Alors, quand je vous dis 26 records du monde, 34 titres de champion d'Europe et 12 titres de champion du monde, vous vous dites, c'est le palmarès de l'équipe de France d'athlétisme depuis ces 20 dernières années. Vous avez vu juste, mais c'est aussi et surtout un des plus beaux, voire le plus beau palmarès du sport français qu'un athlète a réussi à accomplir à lui tout seul. C'est le palmarès de Patrice Martin, mon invité d'aujourd'hui. Originaire de Nantes, Patrice, tu commences tôt le ski nautique, j'imagine assez jeune, puisque ton premier titre d'Europe, tu l'obtiens à seulement 13 ans. Après ta carrière sportive et même juste avant la fin de celle-ci, tu entrevois déjà ton avenir en dehors de la carrière d'athlète. Tu es d'abord président de la Ligue de Bretagne de ski nautique, tu entres au comité directeur de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard, tu es ensuite élu président de cette fédération, puis élu au conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français, le CNOSF. Enfin, depuis 2017, on en reparlera plus tard, mais tu occupes maintenant la place de vice-président de cette instance pour l'Olympiade 2017-2020. Un parcours plutôt rempli, comme on peut le voir, mais alors, ça va te paraître un peu brut de décoffrage comme première question. Est-ce que t'en as pas marre un peu du sport après toutes ces années ? Eh bien non, j'en ai pas marre du sport parce que justement, j'ai baigné dedans. J'ai appris beaucoup de choses avec le sport, mais voilà, il y a des périodes qu'on oublie un petit peu. Quand j'ai arrêté ma carrière, en fait, je suis sorti du sport. 2-3 ans après, je suis sorti du sport parce que je me suis dit j'ai besoin de faire autre chose. Je suis allé m'intéresser à plein d'autres choses, même si je le faisais parallèlement et que c'est pas ce qu'on connaît le plus de moi, parce que il y a l'image médiatique qu'on voit tous les jours liée au sport. Mais on va dire que les premières amours sont revenues et je me suis dit voilà, faut revenir au ski nautique parce que j'avais toujours un œil dessus, même si j'étais plus dedans, je regardais des choses, bien sûr avec un œil critique.
Et à un moment, Oui. tu dis, bon, Patrice, voilà, soit tu coupes définitivement la corde, là, le cordon ombilical, et puis tu fais autre chose. Soit, s'il y a des critiques, il faut être force de proposition et changer les choses. Et c'est ce qui m'a amené à devenir président de la fédération. Mais c'est vrai qu'entre 2000, je crois que c'est 2003, 2004 et 2007 quand je reviens, voilà, j'avais plus de lien directement avec la fédération, j'étais plus élu, voilà, j'ai fait autre chose. Je suis allé travailler, mais toujours avec un lien. Puis après, ça m'a donné cette envie de recréer autre chose, de participer au changement et à la transformation. D'accord. Ouais, donc c'est pour participer au changement. Après, ça t'a sûrement servi, j'imagine, on en reparlera plus tard, mais ça t'a sûrement servi ces 3 années de coupure, on va dire, pour justement prendre du recul peut-être sur tout ça. Alors, tu obtiens un titre de champion du monde à 14 ans. J'imagine que la première fois sur l'eau, c'est bien plus tôt pour être champion du monde. Ton premier souvenir sur des skis nautiques, c'est à quel âge? Alors, premier souvenir, on va dire, c'est pas le premier souvenir, c'est ce que j'ai en image, que mon père était photographe, donc il avait beaucoup de photos. Et les premières photos, j'ai 2 ans et je suis sur ses épaules. Donc, on va dire que voilà, ça, c'est la première chose que j'ai, on va dire, en mémoire photographique. Sur Après, ses épaules en ski nautique, quand lui est en ski nautique, c'est lui, ça? il était en ski nautique, Oui. voilà, tout à fait. Et puis après, les premiers souvenirs, j'ai 5 ans. J'ai 5 D'accord. ans, voilà, je skie tout seul, et ça, je m'en souviens, sauter les vagues et tout. Ah, c'est marrant. Bah, pareil, on en reparlera après. C'est dans mes dernières questions. C'est de savoir comment, justement, on aborde ces premières vagues, tout ça. Mais c'est vrai que c'est marrant à 2 ans. Et t'avais pas cette peur, là, justement, à 2 ans, 3 ans, Alors, 4 ans, 5 ans? cette photo, là, quand je suis sur les épaules de mon père, bon, elle a pas fait le tour du monde, mais elle a été utilisée quand il y a eu quelques magazines, quand j'ai commencé à gagner et tout. Et puis, il y en a une, oui, on me voit, on va dire que j'ai l'air de sourire. Mais sur toute l'eau des photos, que j'ai pu regarder souvent. Oui. Bon, j'ai l'impression que je pleure plus souvent que je rigole. Donc, je suis pas vraiment confiant non plus. Mais bon, Donc, j'aurais trouvé une photo avec un gamin qui arrive à sourire. Mais ouais. voilà, je pense que j'étais pas sûr de moi. Et puis, bon, c'était, vous imaginez, vous avez 2 ans, vous êtes sur les épaules de votre père, donc vous êtes à 1,80 m ou 2 mètres de haut. Le bateau va à 30 et quelques kilomètres heure, donc pour vous, c'est hyper vite. Puis vous vous retrouvez en mer et vous êtes au milieu de la mer, là, en gros, parce que quand vous êtes à 400 mètres du bord, pour vous, Il y a plus rien. voilà, il y a plus rien, quoi. C'est en Ouais. plus tard. Donc vous dites, si je tombe là et qu'on me laisse tout seul, On me c'est pas retrouve plus. gagné. Ouais. Alors, il existe plusieurs épreuves, donc t'en fais donc ta carrière épreuve au sein du ski nautique, la figure, le slalom, le combiné par équipe également. Alors, tu as touché un peu à tout de ton côté, j'imagine. Est-ce que tu peux me raconter ton plus beau souvenir en compétition et comment gagne-t-on spécifiquement un titre mondial dans ta discipline? Alors déjà, en ski nautique, voilà, la discipline de départ, c'est les figures, le slalom, le saut. L'ensemble des trois, ça fait le combiné. D'accord. Mais voilà, quand on est gamin et qu'on fait du ski nautique, généralement, on commence en faisant du biski, mais rapidement, on va aller faire du slalom. Et puis, quand on veut continuer, c'est vrai qu'on va aller s'amuser à essayer de faire des figures et puis de passer sur un tremplin parce que là, ça a l'air dangereux ce truc-là. Donc, Oui. on commence à faire, on évolue avec 3 disciplines. On va dire un peu comme en athlée ou comme le patinage ou enfin les sports de patinage en Russie, on leur apprend toutes les techniques, que ce soit de l'artistique, du couple ou de la vitesse ou du hockey, on apprend à tout faire. En ski nautique, c'est un peu ça. On apprend un D'accord. petit peu à tout faire. Et puis il y en a qui se spécialisent et il y en sur une discipline et d'autres qui font du combiné. Et puis après, il y a aussi d'autres disciplines dans le ski nautique qui sont pas la discipline du ski nautique, mais des disciplines associées comme le barefoot, le ski de vitesse, le show ski, le wakeboard aujourd'hui, le Oui. wake skate, et puis derrière un câble, donc il y a tout ça. Pour ce qui est des compétitions, comment on gagne en étant le meilleur, Oui. hein. Mais bon, ça c'est des évolutions. C'est que on commence, on va faire une compétition. Moi, j'ai commencé à skier en famille, puis mon père qui me faisait faire voilà plein de choses, des challenges parce que c'était sauter la vague plus loin, aller chercher les bouées et puis faire des figures. Puis un jour, il s'est dit, et là j'avais 8 ans, il s'est dit tiens, on va aller voir c'est quoi une compétition de ski nautique et comment ils sont bons les champions de ski nautique.
Et il y avait un championnat de France en Normandie, à Rabodange, donc en 72. On était allé voir le championnat de France. Puis il y avait des catégories, plein de catégories, mais dans la catégorie je pense que c'était les moins de 11 ans à l'époque. Moi, j'en avais 8. Il y avait même pas un participant, mais il y avait une catégorie qui existait, mais il y avait pas un participant. Donc mon père a dit tiens, alors là il y a une compétition, la compétition d'après, il me semble que c'était le championnat de Normandie, alors je sais plus où c'était, je crois que c'était à Rouen à Pause, et donc j'ai fait le championnat de Normandie que j'ai gagné, et puis là j'ai fait une deuxième compétition cette même année-là qui était à Annecy. D'accord. Et là j'ai rencontré sur le lac d'Annecy, j'ai rencontré un adversaire un peu plus âgé que moi parce qu'il avait 11 ans, j'en avais 8, et que j'ai battu dans certaines disciplines, lui il m'a battu dans d'autres, et puis voilà, on a trouvé un challenge. Puis c'est un adversaire qui est devenu un ami parce qu'on est resté en équipe de France des années et des années ensemble. Et donc ça a commencé comme ça. Après, c'est quoi? C'est que c'est ça la différence, on va dire, entre l'activité physique et le sport. Quand on est dans le sport, on est dans la concurrence, on est dans le regard de l'autre et ce que fait l'autre, et on essaye de se comparer et de s'évaluer. Et donc, quand tu vois comment fait l'autre, t'essayes de faire mieux. Et c'est une belle émulation, quoi. Voilà, et t'essayes de progresser en regardant ce qu'il fait, et toi trouver les ficelles techniques pour devenir meilleur. Donc, au travers de tout ça, j'ai évolué. Alors, il y a dans les 3 disciplines, le slalom et le saut. Le bateau va à 57 ou 58 km/h. C'est rapide. C'est rapide. Donc, on imagine que pour aller chercher les bouées, faut être un peu costaud. Bon, quand t'es gamin, ça va pas être tes spécialités. Par contre, les figures, c'est un petit peu comme la gymnastique. Donc, même s'il faut un petit peu de physique, faut surtout de l'équilibre, faut de l'adresse, de l'énergie pour lancer les rotations. Mais bon, on va dire c'est moins physique puisqu'il faut tenir son poids par rapport à la corde. Donc, si t'es moins lourd, t'as moins besoin aussi. Même si t'as besoin de faire de la quart pour aller sauter et faire les vagues, les figures vagues justement. Donc, et c'est là où j'ai évolué pour essayer d'être meilleur en figure. Et ce qui est drôle, c'est dans cette évolution, c'est mon père qui trouvait les nouvelles figures à faire, qui sont écrites dans le règlement international. Il y a 3 personnes qui ont fait à peu près la même chose dans le monde, mais sans le savoir, un Américain et un Vénézuélien. Et donc, on a inventé chacun une nouvelle technique, mais qui était presque la même, mais à des milliers de kilomètres. Mais comme il n'y a pas Internet, sans le savoir, on peut pas le savoir. Et on le découvre rapidement, puisque en 75, on va voir le championnat du monde qui était en Angleterre, et puis là, on découvre Carlos Suarez, qui est un peu plus âgé que moi, et qui fait plus de figures, mais dans le même principe de ce que voulait faire mon père. Et puis, dans les évolutions comme ça, on rencontre un petit peu plus tard, en 77, Corey Picos, un Américain, pareil, mais lui qui a le même âge que moi, et on fait les mêmes choses en gros. Et donc ça crée aussi l'émulation. Et puis là, petit à petit, tu es en concurrence, tu essayes de devenir le meilleur. Corey Picos, lui, fait le championnat du monde de 77. Moi, je le fais pas parce que la fédération française de l'époque pense que de toute façon faut des combinettistes pour le score de l'équipe, et que de toute façon je servais pas pour l'équipe, donc je suis pas sélectionné. D'accord. Mais bien tu as quel âge là à l'époque? Là, j'ai 13 ans. OK. Carlos Suarez, donc qui lui avait été champion du monde en 75 et champion du monde en 77. Moi, je regarde le championnat du monde sur le bord. Corey Picos finit 6e. Mais moi, j'arrive qu'au championnat du monde en 79. Mais quelque part, pour ma carrière, c'est ce qu'il y a presque de mieux, parce que j'arrive au championnat du monde et je gagne tout de suite. Et voilà, et ça a créé. Et comment devenir champion? Faut avoir une stratégie. Et la stratégie, c'est pas moi qui l'ai préparée à l'époque. C'est mon entourage et mon père qui regardait ce que pouvaient faire les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient, et comment on pouvait être meilleur qu'eux dans les points. Et de gagner le championnat, parce que c'est ça, faut faire plus de points, donc faut avoir soit plus de figures, soit en faire des plus difficiles pour avoir plus de points. Donc voilà, toute la stratégie était là. Oui, parce que c'est des jurys qui notent tout ça. Il y a pas de chronomètre, il y a rien avec la vitesse, puisque c'est la figure, quoi. Alors il y a rien avec la vitesse. T'as 2 fois 20 secondes en figure, donc 2 parcours de 20 secondes, et tu additionnes toutes les figures que tu fais, mais il faut qu'elles soient faites selon des conditions. C'est-à-dire qu'elles sont déclarées bonnes ou mauvaises. Quand elles sont déclarées bonnes par la majorité des juges, tu as les points.
Et après, tu additionnes tous les points de toutes les figures bonnes et ça te fait ton score. Donc, faut les faire vite parce que t'as que 20 secondes. Oui. 2, faut les faire bien pour avoir les points. Oui. Voilà. D'accord. Donc, et plus tu fais des figures compliquées, plus t'as de points. Ouais, je vois bien le truc. Et donc du coup, ton meilleur souvenir, du coup, c'est ces premiers championnats du monde ou ça c'est difficile de prendre un souvenir. Ouais. J'aurais un titre de championnat du monde, ce serait forcément celui-là. Forcément, celui-là fait partie de mes meilleurs souvenirs parce que tu atteins un nouveau niveau. Voilà, c'était quelque chose que t'espérais, c'est une sorte de Graal. Et c'est vrai que la première fois où tu le touches, tu te dis j'ai réussi. Alors après, quand tu réussis encore, c'est vrai que tu as cette fierté, mais c'est quelque chose que tu as déjà fait. Donc, il y a moins cette intensité. Sauf qu'il y a eu des moments particuliers. Parce que quand tu as un championnat du monde chez toi, bah forcément, c'est un goût particulier. Quand tu as ça c'était en 85. Quand tu as un championnat du monde et 3 semaines avant, tu as une double luxation du coude et qu'on te dit tu iras pas au championnat du monde, tu te fais opérer 3 fois et que tu fais le championnat du monde, mais que tu es champion du monde, bah, ça a un goût particulier. Et en plus, c'est en France. Puis forcément, le dernier, il a aussi un goût particulier parce que tu sais que ça va être la fin. Tu sais que ça commence à être difficile. Et puis, de gagner encore, bah, t'as aussi cette fierté. Oui, donc, ça te permet de continuer à espérer. Mais moi, quand on parle de ma carrière, il y a un moment qui reste gravé pour moi. Et paradoxalement, c'est pas le ski nautique, c'est d'avoir rencontré le pape. Oui, c'est marrant. Oui, c'est marrant, mais alors c'est lié avec le ski nautique parce que c'était lors d'un championnat d'Europe en 79, la première fois, et je l'ai rencontré plusieurs fois, donc c'était Jean-Paul II. Et c'est vrai que cette première fois, on a eu un moment, un échange, on va dire privé, et cette rencontre-là restera gravée à jamais. Alors, je la raconte vite fait. Hein. Oui, t'as parlé de sport à ce moment-là. Voilà, le vendredi soir, c'était un championnat d'Europe, donc le vendredi soir, il y a une audience papale avec l'ensemble des participants du championnat d'Europe. Tout le monde est présenté. Je suis présenté parce que comme je suis tout jeune, donc je suis mis en avant. Je vois, bien sûr, je salue le pape et je suis présenté. Et le lendemain matin, pour les éliminatoires, je suis en train de m'échauffer sur la route qui va de la ville de Castel Gandolfo, du village, jusqu'à la résidence papale. Et lui, il était en train de remonter après la messe qui était faite à Castel Gandolfo, et moi j'étais en train de m'échauffer sur le bord. Et là, il ralentit, ils font ralentir la papa mobile. Et là, il me fait un signe de la tête et de la main, et il parle aux cardinaux qui sont à côté de lui, et puis voilà, il doit dire, parce que sur le coup, j'entends pas spécialement. C'est le petit français qu'on a vu hier. Et là, vous êtes là, et puis il vous regarde, il vous fait un signe de tête, il s'en va. Et le soir même, quand je suis champion d'Europe, il me dit, je vous ai vu ce matin, vous vous prépariez et tout. Et vous dites, mais c'est quand même extraordinaire, quoi. J'ai vu le pape, il me reconnaît, et là, il me revoit, il me dit qu'il m'a vu, et puis il me dit quelques mots en français, et voilà, c'est un moment, tu te dis, si j'avais pas fait de ski nautique, j'aurais jamais rencontré le pape, ça c'est sûr. Complètement. Et en plus, une connexion particulière, et puis je l'ai revu après, puisqu'on a refait d'autres compétitions avec Castel Gandolfo. Donc oui, un moment privilégié, particulier, avec en plus un personnage qui a marqué son temps et son histoire dans sa façon d'embrasser la papauté, quoi. Oui, complètement. Bon, alors on le dit aux auditeurs, c'est pas parce que vous faites du ski nautique que vous allez rencontrer le pape. Alors, je pose jamais cette question à mes invités, mais là, avec tant de réussite dans toutes les compétitions où tu as participé, on se demande si tu as eu des échecs. Et si tu avais un échec qui t'a marqué, quel serait-il ? Le principe quand on est sportif, il faut s'adapter, et puis très souvent il faut essayer de positiver les périodes, ce qui arrive devant vous. Alors il y a eu des échecs forcément. En 81, comme je dis, hein, ça a été mon plus mauvais championnat du monde dans lequel j'ai participé, et je suis seulement deuxième. Donc voilà, c'est horrible. C'est horrible. Non, mais c'est vrai qu'en plus je l'ai vécu très mal. Mais voilà, ça fait partie de l'expérience. Faudra rien changer, c'est comme ça. Il y a des raisons qui ont été analysées qui m'ont permis de revenir, de pas être au championnat du monde en 83 parce que j'avais la jambe dans le plâtre. Oui, c'est aussi un échec, et c'est malheureux, mais ça fait aussi la carrière.
Et puis en 95, quand au championnat d'Europe, aux éliminatoires de saut, je tombe et je me fais une double luxation du coude, qui peut mettre en danger ma participation au championnat du monde qui était 3 semaines plus tard. C'est aussi un échec, mais finalement qui se traduit par une réussite. Donc, l'important dans une période difficile où il n'y a pas de résultat escompté, c'est de pouvoir analyser pour devenir meilleur demain ou après-demain et pas refaire la même faute. Voilà, celui qui faire une fois la faute, c'est humain. Faire 2 fois la faute, il faut se méfier. La faire 3 fois, c'est qu'on n'a pas compris. Et quand on n'a pas compris, au bout d'un moment, on va continuer. Donc c'est tout ça, l'expérience sportive de la compétition, c'est pouvoir analyser les choses et pas refaire les mêmes erreurs. Mais voilà, à force d'essayer, normalement, on doit aller sur la bonne option. Ouais, donc si je résume, en fait, une erreur, c'est pas grave. L'important, c'est de l'analyser et puis exactement. Normalement, la suite se passera bien. Ok, alors donc tu as eu une longue carrière quand même, comme je l'ai dit, parce que pour avoir un palmarès comme ça, il faut avoir une longue carrière. Quand est-ce qu'on s'arrête? Parce que quand on est donc 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois champion du monde, je veux dire, au bout d'un moment, quand est-ce qu'on s'arrête? Comment on le fait? Et quels sont les objectifs quand on gagne tout? À quel moment on se dit, bon, si j'atteins cet objectif, bon, là, je m'arrête. C'est difficile de dire. C'est au travers des interviews que j'ai pu avoir tout au long de ma carrière. J'ai pas donné la même réponse. Oui. Parce que je voyais pas le monde de la même façon. À 15 ans, une interview avec, alors je pense que son prénom c'était Georges Decaune, donc le père d'Antoine Decaune. Il me disait, je venais d'être champion du monde. Il me dit, oui, mais Patrice, à 15 ans, t'es champion du monde, t'as tout eu, t'as atteint le plus haut niveau. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et moi, je lui réponds, mais 2 fois, 3 fois champion du monde, parce que voilà, de le faire une fois, c'est bien, mais de pouvoir le renouveler, c'est mieux. Oui. Mais j'avais jamais pensé 12 fois champion du monde. Hein. À ce moment-là, un peu plus tard, je dois avoir 22 ans, interview dans l'équipe, et puis on me demande, mais je devais avoir 20 ans, on me dit, mais dans 10 ans, tu te vois où? Et 30 ans donc. Hein. Et là, je réponds, dans 10 ans, j'aurai arrêté le ski nautique, je serai marié, j'aurai des enfants, et puis j'aurai une vie comme tout le monde. À 30 ans, je faisais encore de ski nautique. Hein. J'étais en plein dedans. Voilà. Et un peu plus tard, je crois que je dois avoir 27-28 ans, on me demande mon avis, il me dit, mais un sportif, il va... c'est quand le moment pour arrêter? Et puis moi je dois répondre, mais voilà, le sportif, forcément, il va faire l'année de trop parce que on est compétiteur, on a envie, et puis à un moment ou à un autre, pour savoir quand on doit arrêter, c'est quand on se rend compte que c'est déjà trop tard. Il faut arrêter. Et puis finalement, quand j'arrête, j'ai l'opportunité d'arrêter au plus haut niveau, tout en ayant, je pense, utilisé pratiquement 100% de mes capacités. Enfin, quand je dis 100% de mes capacités, en tout cas, avoir eu 100% de possibilités physiques, encore quand j'étais en tant qu'athlète, mais avant que les autres me dépassent, parce que j'étais le plus âgé, eux ils étaient un peu plus jeunes, donc ils étaient en train de monter. Puis moi, très bien, blessure après blessure, je sentais que je risquais à un moment ou à un autre de perdre, mais par blessure plus que par stratégie ou technique. Oui, là, ça aurait été horrible. Donc, je me suis dit à un moment ou à un autre, et c'est après une blessure grave en 2000, je me suis dit, il faut que je revienne l'année prochaine. Et si j'arrive à reprendre le record du monde, à reprendre l'US Open, voilà, je m'étais fixé 5 objectifs. Je m'étais dit, si j'en ai 3 sur les 5, il est temps d'arrêter. Parce que si tu te reblesses, tu reviendras plus. Et donc, finalement, j'ai arrêté au top niveau. Alors que 5 ans avant, c'est pas ce que je disais. Mais voilà, tout dépend où on se situe dans sa carrière. Voilà, comment arrêter, c'est chacun qui va choisir comment il veut arrêter. Voilà, j'ai eu cette chance ou cette opportunité, cette possibilité, parce que je me suis blessé. Je me serais pas blessé, je me serais pas posé la question. Mais comme j'ai eu tu aurais pas pensé du tout. En 98 et en 2000, donc j'ai enchaîné 2 blessures et assez importantes, je me suis dit, là, attention, y a peut-être ton corps qui t'envoie des signaux
et c'est peut-être pas la peine de faire l'année de trop, même si voilà, on a toujours envie de continuer, et même si après je me suis toujours dit physiquement j'aurais peut-être pu continuer. Ouais, j'aurais peut-être pu continuer, mais au top niveau, à un moment ou à un autre, la machine, on lui demande beaucoup, elle a plus de mal à encaisser, puis surtout, quand tu vieillis, pour revenir d'une blessure, c'est de plus en plus dur, et c'est vrai que psychologiquement, par moments, c'est difficile, quoi. Ouais, je comprends. Et puis on peut le voir là, alors avec des sports qui sont très médiatisés comme le tennis par exemple, où on voit. Bon, alors j'espère pour lui que ça va revenir, mais comme des Federer ou des personnes comme ça où bon, il y a moins de résultats, et c'est vrai qu'il y a toujours cette question de mais pourquoi il s'est pas arrêté. Et oui, c'est ce que tu dis. Bon, faut savoir s'écouter vraiment, et puis peut-être se fixer Tu fais des choix. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme fait Federer, comme moi sur la fin de carrière, je faisais des choix, je faisais moins de compétitions. Ouais. Mais voilà, je choisissais ces compétitions et je voulais être en pic de conditions physiques sur les moments les plus importants. Donc il y a d'autres compétitions que j'ai laissé aller ou que j'ai pas gagné parce que elles étaient pas dans un bon timing pour ma saison. Oui. Et pour où je voulais gagner. Donc voilà, c'est des choix. Alors c'est vrai que de l'extérieur, on n'arrive pas toujours à tout comprendre, mais on peut pas tout expliquer. Et puis à un moment ou à un autre, bah oui, il faut faire le choix d'arrêter. Et puis tout le monde pourra dire ouais, mais il aurait pu continuer, oui, mais il aurait pu arrêter plus tôt, oui, mais c'est ainsi, et c'est le sportif et son entourage qui décident en fonction de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils veulent faire, quoi. Ouais, complètement. Donc bon, bah alors au bout d'un moment, cette carrière d'athlète, donc comme tu l'as dit, donc s'arrête. Tu es passé par la case d'entraîneur aussi pendant 3 ans, peut-être, je crois. Pourquoi arrêter, et qu'est-ce qui t'a fait arrêter d'être entraîneur, hein? Alors, est-ce que tu peux me raconter cette expérience? Ouais, alors expérience intéressante. Alors déjà dans le ski nautique, il y a cette habitude pour les athlètes, souvent quand ils ont une bonne expérience, quand ils passent vers 24, 25, 26 ans, ils entraînent, ils font des stages pour des plus jeunes. Moi, j'ai jamais fait ça. Déjà, je m'étais dit, quand je suis sur l'eau, c'est un métier pour moi. Enfin, je le prends comme un métier. Donc, je suis là, je skie, je me repose. Je me prépare physiquement, je skie, je me repose, je me prépare physiquement. Je vis pour ma performance, et j'ai pas le temps d'aller donner des conseils en dehors. Ça veut pas dire que j'ai pas des idées, un petit peu de temps en temps. Et c'est vrai que je me suis mis quand j'ai arrêté ma carrière, mais un petit peu avant, 2-3 ans avant, j'avais en accord et en accompagnement avec la direction technique nationale de l'époque et l'entraîneur fédéral, accompagner les plus jeunes sportifs, participer à des stages pour les accompagner, plus sur la préparation mentale que sur la technique en elle-même, même si on accompagnait un petit peu en technique, mais c'était plus la vision de la compétition et comment aborder la compétition, avec s'il y a une stratégie ou pas, au-delà de la partie technique pure elle-même. Et tu faisais un parallèle avec ta carrière justement sur cette préparation mentale. Oui, oui, tout à fait. Et puis après, quand j'ai arrêté, oui, je m'y suis mis. Et puis j'ai essayé d'accompagner les athlètes sur la partie technique, mais très souvent en leur disant, c'est pas le tout d'aller faire une compétition et de montrer ce qu'on est capable de faire. Il faut avoir une stratégie pour la compétition. Qu'est-ce que je veux montrer à ce moment-là? Est-ce que j'ai besoin de faire 100%? Est-ce que j'ai besoin de faire 80%? C'est quoi l'objectif de la compétition? C'est pas juste d'aller skier et de montrer ce que je suis capable de faire et de voir ce que je peux faire. C'est de dire, j'ai un objectif personnel pour moi. C'est très souvent, voilà, on en voit certains qui vont te répondre. Tu vas leur poser la question, c'est quoi ton objectif aujourd'hui? Ils vont te dire, c'est de skier du mieux possible. C'est pas une réponse, parce que du mieux possible, c'est quoi? Moi, par rapport à quoi? Par rapport à qui? Voilà, faut quantifier. Et c'est moi, c'est ce qui est important, c'est ce que moi je veux. C'est bien sûr qu'on est par rapport aux autres, mais d'abord c'est ma performance. Tu veux battre les autres parce que tu sais que tu peux les battre, parce que tu peux faire tant de points. Donc tu vas te dire, il faut que je fasse tant de points. Que de faire du mieux que je peux, alors tu vas trouver une bonne excuse parce qu'il y avait pas de soleil, parce qu'il y avait du vent, de la pluie, que le bateau il était plus lourd que l'autre. Enfin, je sais pas. Tu vas. Excuse, on en a tous des millions, parce que comme quelque part, des fois, on est un petit peu faible devant l'objectif. À un moment ou à un autre, on se dit, oh là là, je suis pas sûr de réussir. Donc, on va se trouver des excuses. C'est humain. Mais quand on est dans l'action, il y a rien qui doit t'arrêter, parce que tu sais de quoi tu es capable. Et si tu sais de quoi tu es capable, tu sais quantifier ton objectif.
Donc c'était ça un petit peu leur faire prendre conscience de quoi ils étaient capables et ce qu'ils pouvaient réellement présenter. Et à un moment ou à un autre, quand tu vas au championnat de France, alors bien sûr, tu veux être champion de France, mais à la limite, t'as pas le même besoin qu'au championnat du monde. Oui. Donc, Oui, complètement. savoir, voilà, comment je le cadre, comment je le prépare et comment je le fais. Et je me prépare pour ça. Je me prépare pas pour toutes les compétitions de la même façon. D'accord. Voilà. Oui. C'était un petit peu ça ce que j'ai amené. Ce qui a pas mal marché parce qu'il y en a quelques-uns qui ont eu des bons résultats, qui ont fait des podiums, voilà, qui ont eu des bons résultats. Mais à un moment ou à un autre, je me suis rendu compte aussi, quand tu as une stratégie avec des athlètes et puis qu'ils arrivent à un bon niveau, chez les jeunes, parce que j'étais surtout avec des jeunes, donc en cadet et en junior. Quand tu arrives sur une stratégie, sur une finale, et puis que tu dis tu vas faire tel programme avec telle figure, de telle façon, parce que t'es pas la meilleure sur le papier, mais si tu fais ça, tu vas mettre la pression aux autres. Oui. Et puis là, en gros, on joue le podium, voire on peut jouer la première place. Et puis à un moment ou à un autre, bah, tu sais, l'athlète, quand c'est à lui d'y aller, il décide tout seul, hein, il est tout seul derrière le bateau. Oui. Et puis là, l'athlète, à un moment ou à un autre, décide, bah, au lieu de prendre le petit risque pour essayer de mettre la pression aux autres, assure. Oui. Donc c'est bien, il a assuré, c'est bien, il a fait troisième, mais ça t'a frustré en fait tous ces moments-là, toi? Il n'a pas mis la pression. Et puis là, la frustration elle monte en toi parce que tu te rends compte que dans ce que tu avais prévu, tu avais raison. Oui. Et surtout, c'est que dans l'entourage du skieur, comme il n'avait jamais fait ça, tout le monde dit ah ouais mais c'est super, c'est bien. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de créer un phénomène auprès du skieur en disant, tu avais raison de faire comme ça, parce que tu as fait quelque chose, t'as obtenu quelque chose que tu n'avais jamais eu avant. Donc, Oui, il renforce son idée que c'est mieux de faire comme ça. Alors que toi, tu pensais aller même plus loin, en fait. Voilà. Finalement. Et c'est une athlète que j'ai toujours revue après et qui a été podium au niveau européen en Open, voilà, et qui a même été finaliste au niveau mondial. Et à chaque fois que je la voyais, elle me disait, parce que j'allais vers elle, je lui disais, ouais, mais si t'avais pas loupé cette option à un moment ou à un autre, t'aurais fait mieux. Et là, t'aurais pas fait podium au championnat du monde, t'aurais gagné. Et quand au championnat du monde, elle fait finaliste, elle me dit, t'as vu, Patrice, je suis finaliste. Voilà. En plus, j'étais dans le bateau parce que j'étais juge pour cette compétition au championnat du monde. Et après, elle m'a dit, t'as vu, je suis finaliste au championnat du monde. J'ai dit, ouais, mais si à ce championnat d'Europe, t'avais fait ce que je t'avais dit, là, tu serais sur le podium. Je dis, ouais, mais toi, t'es toujours critique. Ouais, mais c'est quand tu veux la réussite de quelqu'un, tu veux toujours les pousser un peu en avant. Complètement, ouais. Oui, et peut-être que aussi t'as eu, avec ton expérience, justement, où toi, tu t'es poussé à fond, à 100%, ce qui t'a amené à avoir ces résultats. Peut-être que t'as voulu faire je sais pas, peut-être que tu voulais en apporter autant de ce que ça avait pu t'apporter, justement, de prendre ces risques. Ouais, alors tu pars du principe que tu veux, c'est ce que j'ai appris dans le sport. Faut se donner à 100%. Oui. Et quand tu te donnes à 100%, en tout cas, tu regrettes pas de ce que tu as fait, ce que tu t'es donné toutes les chances. Quand des fois tu te donnes pas à 100%, après tu vas dire ah oui mais si j'avais fait ci, ah si j'avais fait, ouais, faut pas vivre avec des si. Oui. Hein, t'as fait ce que t'as fait, voilà, c'est comme ça. Et comme on dit, hein, faut vivre de tes expériences pour pas les renouveler. Mais des fois, il y a une marche que t'as loupée et celle-là, elle est loupée. Hein, c'est fait quoi. Tu vas passer un niveau en dessous. C'est comme ça. Faut faire avec. Et c'est vrai que mon expérience d'athlète m'a servi en tant qu'entraîneur. Et aussi, j'avais de la frustration parce qu'à un moment ou à un autre, tu peux pas aller plus loin que ce que tu donnes parce que dès que tu es sur l'eau, bah, l'athlète, il décide tout seul. Et c'est vrai que ces stratégies, il est limité. Et je la connais bien parce que j'avais un entraîneur qui était mon père. Et c'est arrivé par moment que je ne fasse pas 100% de ce qu'il m'avait dit. Voilà. Mais je sais aussi que quand j'ai pas fait 100% de ce qu'il m'a dit, bah, des fois, j'ai loupé quelque chose. Donc, quand tu choisis une option pour assurer, voilà, faut l'avoir en conscience en disant, je suis peut-être en train de perdre quelque chose. Oui, d'accord. Voilà. Mais faut analyser, tout s'analyse au dernier moment. Oui, complètement. Et puis après, quand on est parti. Voilà. Mais ça m'a beaucoup servi quand même d'avoir entraîné, d'avoir été dans ce milieu-là, de mieux comprendre
voilà, les transmissions d'informations. Parce que quand tu es entraîné, bah, tu regardes ce qu'on te dit. Quand tu es entraîneur, tu vois ce que ça donne, ce que tu dis. Et puis, chaque athlète ne prend pas tes mots de la même façon. Donc, Bah il oui, faut oui. avoir un discours particulier par athlète. Il y en a qu'il faut pousser, il y en a qu'il faut calmer, il y en a qu'il faut réconforter. Et puis, il y en a qui donnent le meilleur le jour de la compétition et d'autres, ils s'entraînent super bien. Puis, quand la compétition arrive, justement, ils ont du mal à s'exprimer. Donc, et en fonction de ça, il faut avoir un discours personnalisé sur chaque athlète. Ouais, ouais. Hyper personnalisé. Oui, c'est ce que j'ai remarqué sur les plusieurs entraîneurs qui sont venus ici, c'est que chaque fois, en fait, ce qu'ils me disent, c'est que il n'y a pas de recette miracle ou de recette Ouais. magique, c'est que il y a chaque fois une personnalité et il faut s'adapter à cette personnalité. Exactement. Alors j'ai lu à plusieurs moments, justement, que tu t'es démerdé tout seul après ta carrière. Tu t'es formé sur le tas au début. Oui. Est-ce, est-ce que tu penses qu'il manque d'un accompagnement pour les sportifs de haut niveau après leur carrière d'athlète? Je pense que ça manquera toujours parce que on veut toujours plus, mais je pense que l'athlète doit se prendre en main aussi. Tout ne peut pas être fait pour l'athlète. Oui, Alors moi j'étais dans une période où il y avait très peu de choses pour les athlètes. Moi, quand j'ai commencé, les sports-études n'existaient pas. oui, À Nantes, il y avait études et musique. Bon, il n'y a pas de sport-études. Alors, comme un autre, on a réfléchi à avoir un programme adapté là-dessus. Bon, ça pouvait pas se faire. Aujourd'hui, le sport, il est quand même, on va dire, globalisé et il se pratique pratiquement toute l'année pour toutes les disciplines. Moi, j'avais quelque part un peu la chance que ma discipline, c'était principalement l'été quand même. Hein, oui. même si ça commençait les compétitions ont commencé dès le mois d'avril et finissaient en octobre. Voilà, on va dire, c'était pas toute l'année quand même. Alors, certes, il faut accompagner les athlètes, mais ça doit être des contrats, pour moi, gagnant-gagnant. Euh, Parce que sport-études pour faire sport-études, avoir un accompagnement pour avoir un accompagnement, quelque part, j'aime bien un peu le modèle américain où quand on t'accompagne, mais il faut du résultat. Oui. Si tu n'as plus de résultat, on t'accompagne plus. En France, on était dans un système avec Ambition Bleue, le nouveau programme de la très haute performance. On change un petit peu d'échelle, mais on était dans un modèle où tu rentrais sur des listes et puis tu étais en liste pendant quelques années. Donc, voilà, Peu tu importe étais le accompagné résultat, t'étais pour sur la essayer liste. d'atteindre le haut niveau. Mais voilà, même si tu n'avais pas de résultat une année ou deux, on te gardait. Oui, d'accord. Mais le problème, c'est que le sport, c'est dur, la vie, c'est dur, la vie de tous les jours, hein, c'est comme ça. Il y a de la concurrence tout le temps, mais un autre, faut de la perf. T'as de la perf, on te garde. T'as plus de perf, on te garde plus. Ça veut pas dire que tu pourras pas de revenir, mais voilà, si à un moment ou un autre, il y a plus de perf, il y a plus de perf. Voilà. Et ce qui permet d'avoir moins de gens, mais d'aider mieux les gens. Parce que de saupoudrer et d'aider plein de gens, voilà, ça peut paraître bien, mais à un moment ou un autre, voilà, on dépense beaucoup pour pas beaucoup de résultats. Donc il faut déjà, c'est un contrat gagnant-gagnant. On s'engage avec toi, on t'aide bien, mais s'il y a plus de résultats, bah il y en aura un autre qui lui a les résultats qui prendra la place. Donc il Oui, faut être d'accord. plus agile pour mieux accompagner, mais en accompagner moins parce que voilà la très haute performance. Alors le haut niveau, ça concernait pas beaucoup de personnes, mais la très haute performance, ce sera encore moins. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de les accompagner, mais en essayant d'intégrer le besoin de se former. Mais c'est très dur. Quand on est athlète de haut niveau, on veut performer dans sa discipline, et puis c'est quelque chose qui nous prend énormément. Et deuxièmement, on est très souvent adolescent ou très jeune adulte, et même quand on fait pas de sport, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? Voilà, des gamins de 18-20 ans, voilà, il y a pas 70% des jeunes qui vont dire, moi je sais exactement quel métier je veux faire. Tu penses que c'est important pour ces jeunes d'avoir tous on va dire une autre vision en dehors du sport de ce qu'ils veulent faire après? Pour moi, c'est important. Alors, de se positionner. Alors, c'est vrai que le sport, c'est passionnel. Donc, on a envie de rester dans le sport. Moi, tout ce que j'ai fait à côté du sport, c'était pas lié avec le sport. Même si je reviens au sport aujourd'hui, en fait, mon expérience d'aujourd'hui, elle est liée au sport et en dehors du sport.
J'ai travaillé dans la banque, j'ai travaillé pour collectivité territoriale, je travaille aujourd'hui pour la société Synergie qui est voilà dans la gestion globale de ressources humaines, hein, si on peut dire ça comme ça aujourd'hui, de l'intérim. Donc j'ai eu, on va dire, 3 métiers qui sont d'univers très différents, mais qui m'ont tous appris quelque chose. Et puis j'ai appris, comme on dit, sur le tas, pour comprendre l'ADN de chaque métier. Oui. Et je pense que c'est important de se dire, voilà, être entraîneur de sport, mais un autre c'est limitatif, donc on veut faire d'autres choses. Et c'est bien que les sportifs d'aujourd'hui se dirigent vers des métiers d'ingénieur, de recherche, dans d'autres domaines que strictement le sport, parce qu'il y avait une période, c'était beaucoup, on restait autour du sport. Dans le sport, voilà. Entraîneur, tout ça. Il faut s'ouvrir à d'autres choses, il faut les accompagner, faut trouver des possibilités pour qu'ils puissent faire leur formation, mais c'est de plus en plus elles sont rallongées pour les sportifs de haut niveau, donc ils ont 1 année, 2 années ou 3 années de plus pour faire leur formation. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des formations qui resteront compliquées d'accès pour les sportifs, parce que voilà, c'est des formations très limitées. Il faut les prendre en compte, il faut les accompagner, mais il faut faire attention à pas voilà, les mettre dans des cocons, parce que je pense aussi que c'est aussi dans la difficulté, dans l'adversité qu'on réussit. Voilà, parce que voilà, on s'adapte. Si on n'apprend pas à s'adapter, voilà, on est dans la facilité, et puis la compétition, il faut s'adapter forcément. Il va nous arriver quelque chose qu'on n'a pas prévu, mais c'est parce qu'on a appris à multiples reprises à s'adapter qu'on aura justement créé ces schémas de trouver les solutions rapidement. Et donc, c'est difficile à dire. Et puis, les sportifs de haut niveau diront, bah oui, mais attends, là, tu nous mets dans la difficulté. Ouais, mais je pense que plus on a été dans la difficulté, plus on trouve les solutions. Donc, c'est aussi intéressant. Alors, faut pas les rendre plus difficiles qu'elles sont. Faut trouver les solutions, mais bien leur dire, on en a besoin. C'est un besoin aussi de montrer que c'est un petit peu plus dur. Et puis peut-être pour les athlètes de haut niveau, de leur permettre de faire des formations plus tard, voilà, de décaler parce qu'il y a des âges limites pour certaines formations, de décaler ces âges limites en disant voilà, ils ont été athlètes de haut niveau et on va les accompagner après. Ce qui manque surtout, c'est pendant un petit peu, mais je pense on a un vrai manque, c'est que les athlètes qui ont arrêté leur carrière, qui ont été des membres d'équipe de France, qui ont rendu service à la nation, qui ont fait voilà, beaucoup de choses, à un moment ou à un autre, on les abandonne. Alors on dit la fédération, mais je pense que c'est pas la fédération, c'est l'État d'une manière générale, c'est le mouvement sportif qui doit trouver les solutions pour les accompagner après. Après, ouais. Que c'est après qu'il va falloir. Alors quand je dis les accompagner, leur mettre le pied à l'étrier, pas les soutenir perpétuellement. C'est à eux de trouver leur filière et puis de se lancer dedans. Mais de se dire, on va pas les abandonner en disant, on peut rien faire pour eux. Oui, et puis là peut-être, bon, on voit, c'est en train de changer au fur et à mesure, mais peut-être que le modèle américain, comme tu dis, il y a peut-être des choses à prendre. Je dis pas que tout est bon, mais non plus, attention. Oui, non, complètement. Il y a certains trucs qui sont, certaines choses qui sont pas mal. Mais peut-être que effectivement ça peut les booster, et puis donc les sportifs, c'est pas une pression, mais c'est plus une émulation et plus les booster. Et puis peut-être qu'il y a un rapport, effectivement, j'en parlais avec Florian Rousseau dans le précédent épisode, de faire un lien entre l'éducation et le sport, qui est vraiment quelque chose qui soit lié finalement. Bon, on verra, le futur nous dira comment ça se passera. Alors tu es actuellement vice-président du CNOSF, comme j'ai pu le dire au début. Alors tu es en campagne pour la présidence de ce comité-là. J'imagine qu'en étant en campagne, ton équipe et toi-même avez déjà prévu plusieurs chantiers pour un possible futur mandat. J'ai vu passer une des mesures qui te tient à cœur et qui est au centre des polémiques en ce moment autour du sport. Ce sont les violences sexuelles et la discrimination dans le sport. Est-ce que tu peux me faire un état des lieux un petit peu brièvement de ce qu'il en est actuellement, et ce que tu peux apporter pour endiguer tous ces problèmes-là? Alors, il faut replacer le problème de discrimination et de violence dans le sport, sexuel ou pas. En fait, au départ, c'est déjà un problème de société.
Parce qu'on voit bien, il y a des violences aussi dans la société. Il y a eu toute l'opération MeToo à un moment ou à un autre. On voit bien que c'est dans la société, et c'est dans des sociétés particulières, donc de l'art, parce que MeToo part de ce milieu-là. Dans le milieu de l'Église, on a vu qu'il y avait aussi d'autres problèmes. Dans le milieu politique, à un moment ou à un autre, on a vu qu'il y avait aussi des agressions, alors avec des plaintes qui étaient trop tard. Enfin bon, peu importe. Dans l'éducation aussi. Dans l'éducation aussi. Donc on se rend compte, c'est un problème de société, et le sport est aussi une société dans la société. Et forcément, à un moment ou à un autre, oui, on a les mêmes problèmes que les autres. Ça existe. Mais où ça devient difficile, c'est que on a quelque part notre propre entité au travers des clubs et des associations fédérées, une fédération, des règles et des commissions de discipline aujourd'hui qui existent, des comités d'éthique aussi qui sont là. Le problème, c'est que c'est géré par les fédérations. D'accord. Et quand c'est géré par les fédérations, par des gens qui sont issus de la fédération, même si ce sont des fois des spécialistes, parce que c'est des gens qui ont des connaissances notamment dans le droit, à un moment ou à un autre, c'est des gens qui sont connus, parce que ceux qui ont agressé souvent sont souvent des entraîneurs ou des dirigeants qui sont là depuis quelques années, qui sont connus, qui ont une expérience, qui ont amené des résultats à un moment ou à un autre. Et puis quand on se rend compte de quelque chose ou qu'il y a bruit de quelque chose, on se dit oui, mais bon, est-ce que t'es sûr, est-ce que ceci, est-ce que cela, faut qu'on voie, mais on n'est pas sûr. Et puis il n'y a pas beaucoup de preuves parce que c'est des choses qui se passent entre deux personnes. Oui. Du vrai, et puis ces personnes n'en parlent pas beaucoup parce que c'est difficile. Des fois, ils en parlent très longtemps après. Ouais. Voilà, et c'est le cas, parce qu'on s'aperçoit de quelque chose plus de 20 ans après. Par exemple, le cas à Beatball dans le patinage artistique. Le cas à Beatball, c'est ça, c'est plus de 20 ans après. Mais c'est difficile, et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que même la justice, à un moment ou à un autre, c'est tellement longtemps après, qui, quoi, comment. Et on en arrive où? C'est qu'à un moment ou à un autre, le sport ne peut condamner que des gens qui sont liés à la fédération et qui sont licenciés. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est de leur enlever la licence. Oui. À un moment ou à un autre. Ou de les interdire d'exercer. Alors même pas, on peut même pas les interdire d'exercer s'ils ont une carte professionnelle, puisque ça, c'est le ministère. Donc, à un moment ou à un autre, je pense que pour régler ces problèmes, il faut qu'il y ait une juridiction spécifique, une juridiction sportive. D'accord. Or, soit qu'elle soit gérée indépendamment des fédérations, mais au sein du CNOSF, et pour ça, il faudrait changer les statuts, parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible, mais déjà pour libérer les fédérations de ce poids de gestion, et je veux pas dire de collusion ou de côté amical et tout, mais c'est compliqué d'extriquer le vrai du faux, et des informations que vous avez ou que vous n'avez pas d'ailleurs, parce que très souvent vous n'avez pas les informations. On va vous demander de juger quelqu'un sur du on-dit, et le on-dit est peut-être vrai, mais il y a personne qui déclare réellement. Et je peux vous le dire parce que on a, un cas dans le ski nautique, et on a plein, 3-4 personnes qui disent oui, un tel m'a dit, mais quand vous appelez l'intéressé, elle dit moi je dis rien. Alors vous faites quoi? C'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Vous faites quoi? Et puis vous n'avez pas de pouvoir de police, vous n'avez pas de pouvoir de justice. Donc il n'y a pas d'assermentation, oui, parce que tout ce qui se passe par exemple avec les inspecteurs jeunesse et sport, je pense à ça, eux ils sont. Mais on a alerté, nous pour ce cas particulier, on a alerté jeunesse et sport, on a alerté la direction départementale du territoire où ça se serait passé, mais voilà, le retour qu'on nous fait, on n'a pas d'informations vérifiées comme pour lancer une enquête. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On tourne en rond. Et peut-être on va nous dire, on peut pas faire grand-chose. Et pendant ce temps-là, s'il se passe vraiment quelque chose, ça continue possiblement. Non, mais même si on peut faire quelque chose, la seule chose qu'on pourra faire en tant que fédération, c'est enlever la licence. S'il est licencié, parce que tout le monde n'est pas licencié. Et s'il n'est pas licencié, qu'est-ce qui lui empêche de continuer à donner des cours de ski nautique à d'autres personnes en dehors du système fédéral? Oui, complètement. Donc, à un moment ou à un autre, il faut prendre le problème, mais
voilà, par les cornes et puis aller au bout, dire voilà, il faut qu'il y ait une juridiction qui lui donne la possibilité, un, de juger dans le monde sportif et deux, d'alerter la justice pour frapper réellement, mais pour condamner, voilà, au niveau de la justice de la République. Et là, voilà, c'est de l'emprisonnement, ça peut être tout ce qu'on veut, mais quand on est dans un milieu sportif, ça ne peut être que la licence. Ouais, c'est hyper intéressant. Et en effet, c'est un sujet hyper complexe sur lequel il faut absolument se pencher et trouver des solutions. En 2 mots, si tu dois me dire quelles étaient vos ambitions en 2 mots, hein, avec ton équipe, si vous tenez la présidence du CNOSF, qu'est-ce que ce serait? Il y a plein de choses. Pour moi, il faut transformer le CNOSF, l'amener, voilà, dans le 21e siècle. On va dire, on est au croisement des chemins, parce que on vit un moment particulier qu'on ne pensait pas vivre, avec la crise de la Covid-19, avec l'arrêt du sport, avec une première reprise, un arrêt, une mise en danger de tout l'écosystème sportif, fédéré, non fédéré, mais notamment fédéré. Perte de licence aussi, parce qu'on le voit entre 20 et 30% de perte de licence sur 2020. Donc, c'est le moment justement de passer à une nouvelle dimension, une autre dimension, pour les fédérations, accompagner les fédérations sur leur transition, notamment numérique et digitale, parce qu'on en aura besoin demain, même si je fais partie de ceux qui étaient, entre guillemets, contre l'ubérisation du sport. Mais d'un autre côté, il faut bien se rendre compte qu'il y a une partie des pratiquants qui sont des consommateurs, donc ils veulent réserver leur cours, leur temps de pratique de telle heure à telle heure et puis repartir juste derrière. Puis il y en a d'autres qui aiment le côté club où on se retrouve, où il y a une communauté, où on partage avec des bénévoles. Il faut que le club se transforme comme ça en disant il y aura une partie qui est de réservation par internet où il y a peu d'échanges, mais voilà, ça fait partie de la consommation du sport. Et puis il y a l'autre partie qu'on veut garder aussi, associative, avec des bénévoles. Pour ça, il va falloir aussi faire des états généraux de l'association du 21e siècle. Ça fait plus de 100 ans que le modèle associatif existe. Il est fort parce qu'il est là depuis plus de 100 ans et il faut le réaffirmer, mais il doit aussi évoluer et se transformer. Il faut y rentrer un peu plus d'économie, un peu plus de politique. On parle d'économie sociale et solidaire. Peut-être qu'il faut intégrer ce système dans l'associatif un peu plus pour faire entrer tous les intervenants de l'association dans la gestion du programme et d'évolution de l'association. Donc je pense que c'est quelque chose qui est à faire. Et pour la partie olympique en elle-même, c'est vrai qu'il faut avec l'État, avec l'ANS et avec la haute performance, travailler pour créer des centres olympiques de la haute performance, très haute performance, avec des experts sur différents territoires, en lien avec les CREPS notamment, pour mettre à disposition des fédérations ces experts sur des spécialités qui sont transversales. Et créer une nouvelle dynamique qui permettrait et au CNOSF et au CREPS de vendre de l'activité sportive dans l'expertise. Ouais. Donner 2 éléments comme cela, on peut en donner plein d'autres. Non, j'imagine, ouais. D'autres éléments. Faire reconnaître le sport, on le sait aujourd'hui, il est au cœur de la société. C'est, comme on parlait de l'éducation tout à l'heure, pour les jeunes, on peut apprendre beaucoup de choses au travers du sport. Donc, c'est le mettre au cœur au cœur du principe éducatif et de se dire, on a besoin de remettre les jeunes à une pratique sportive. Parce que on voit bien que la société aujourd'hui, elle est un peu plus obèse qu'il y a 30 ans. On commence à se dire qu'elle vieillit un petit peu moins bien parce que justement elle n'a pas assez de pratique. Donc les inciter à faire un peu plus de sport, mais leur faire du sport
dans un programme éducatif pour aller faire des mathématiques, pour aller faire du chant, parce qu'on peut on peut s'échauffer, se préparer en musique aussi. Donc c'est un petit peu d'autre chose. Dire on va amener et il faut pas être fermé. Faut se dire il y a des possibilités pour mettre le sport au service de l'éducation, mais aussi au service des enfants pour leur santé. Oui, et comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, il y a un vrai enjeu en fait pour lier l'éducation avec. Alors aujourd'hui, on est avec le ministère de l'Éducation, donc il faut profiter de ça. Mais il faut aller plus loin parce que le sport est dans la société. Il y a besoin de faire du sport dans l'entreprise, mais il y a besoin de faire du sport au niveau transgénérationnel aussi. Ouais. Donc et pour le bien-être de l'ensemble de la population, mais de tout âge. Donc le sport, depuis longtemps, c'est une culture humaine, c'est le développement de soi avec une certaine pratique. On est en lien direct avec la culture parce que au plus haut niveau, on fait quoi? Des spectacles sportifs quelque part, c'est ça aussi. Même si c'est une compétition, c'est voir ce qu'il y a de plus beau. Et puis, on le sait très bien quand on voit les ballets ou quand on voit des orchestres philharmoniques qui se présentent. On a l'impression que c'est facile. Un sportif au plus haut niveau, ça a l'air facile aussi parce que des heures et des heures de préparation. Donc pour moi, il y a un lien très fort. Il faut le ramener et montrer qu'on est, on est au cœur de la vie de la société et qu'on a besoin de bouger. On a besoin de bouger. Alors c'est de l'activité physique, c'est du sport, on l'appelle comme on veut, mais on a besoin d'être dehors un petit peu plus, quoi. Oui. Non, mais travailler aussi avec l'e-sport parce que l'e-sport c'est une tendance, mais on peut créer des passerelles ensemble. Oui, complètement. Et bon, tout ce que tu dis, en fait, c'est vrai que c'est des métriques qu'on voit maintenant sur des entreprises privées, et c'est dommage de pas le ramener justement à des institutions comme le CNOSF. Et en fait, on le voit, toutes ces entreprises qui se sont développées justement, comme tu le dis, pendant le Covid, ces entreprises privées qui amènent le sport justement chez les gens, tout ça. Et on se dit, bah, c'est dommage que les fédérations font pas un peu plus là-dedans. Mais bon, en tout cas, c'est hyper intéressant. Alors, j'ai des petites questions rapides. Je t'ai pris un peu plus de temps. Oui. Donc il y a 3 questions rapides que je pose. Alors la première, c'est la question pratique au choix. Donc on revient sur le ski nautique. C'est au choix, il y a 2 questions, tu en choisis une des 2 si tu peux y répondre. Alors la première, c'est comment tenir sur des skis nautiques, le petit tips pour moins tomber. Et la deuxième, c'est comment et quand se lancer pour faire son premier saut, sa première figure sans se blesser. J'en suis témoin parce que j'ai une cicatrice ici, c'était en ski nautique. J'en ai quelques-unes aussi. Ah ben voilà. C'est 2 questions où c'est difficile de répondre. Je dirais la première, s'il y a une technique, apprendre tout seul, c'est pas possible. Apprendre avec des copains, c'est pas possible. Il faut passer par quelqu'un qui connaît. Parce que le plus dur, c'est pas de tenir sur les skis. Le plus dur, c'est de sortir de l'eau. Oui. Il y a une technique très simple, mais il faut l'apprendre juste avant d'y aller. Et si on écoute bien un brevet d'état, il va vous faire sortir facilement. Si tu apprends avec des copains, il va te dire fais comme moi, et c'est pas gagné. Ouais, d'accord. Donc se faire suivre par un professionnel en quelque sorte. Exactement. La deuxième question, c'est ta routine après une compétition, un événement important. Est-ce que tu as une routine que tu appliquais chaque fois avant une compétition, un événement important? Oui, j'avais une routine. Je m'échauffais très fort. En gros, 3/4 d'heure avant, je me reposais. Des fois, je dormais même, et je demandais à mon père à me réveiller 20 à 30 minutes avant, suivant la discipline. D'accord, pour pas trop récupérer toute l'énergie et repartir à fond. Et pendant ce temps-là, le temps où je dormais jusqu'au moment où j'allais skier, j'avais cette capacité à ne plus rien entendre. C'est que j'arrivais en gros à fermer les écoutilles pour être dans mon monde. D'accord. Ouais, hyper intéressant. Et enfin, ma dernière question habituelle. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite se dépasser, repousser ses limites et qui rêve justement de l'impossible? On se dépasse tous les jours, mais on se dépasse progressivement. On peut pas passer de 0 à 100 du jour au lendemain. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend au fil de l'eau. On va se donner des challenges et on va monter marche après marche.
et on va voir qu'on est capable de se dépasser. On ne pourra pas atteindre l'inatteignable, mais on pourra se donner un objectif à 110%. C'est un peu comme ça se construit. De se dépasser, ça se construit. On va pas se dépasser une fois parce que ce jour-là, on a besoin de quelque chose. Alors peut-être que ça marchera. Il y en a qui gagnent au loto aussi. Mais oui, tout le monde gagne, mais tout le monde gagne pas. Voilà. Donc, si tu essayes de faire quelque chose que tu n'as jamais tenté, le jour de la finale du championnat du monde, il y a quand même 99% de chances que tu loupes. Mais arriver. Par contre, si à chaque fois tu as appris à te pousser un petit peu au fur et à mesure de ta carrière, bah tu sauras que des fois tu pourras mettre le petit coup de fouet. Mais ça joue entre 100 et 105%. Hein. Ça se joue pas à 120%. 120%, c'est mort. C'est pour ça que c'est important comme je dis, on en revient au départ. Si on a un objectif qu'on a quantifié pour soi, on saura ce qu'on peut faire et on saura où sont ses limites. Et très souvent, de se pousser au-delà, c'est pas ça. C'est que on va jouer entre les 95 à 100% de son objectif, en sachant qu'on a une limite minimum et qu'on veut toujours être aux alentours de 95 et 100%. Et là, on se dira, il faut que je fasse 100%. Ouais, d'accord. Donc mesurer ses objectifs et y aller. 105, 110%. Si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, en gros, c'est pratiquement impossible. En tout cas, sur des disciplines où il y a de la technique et il y a des figures particulières, tu sais que c'est pas ce jour-là que tu vas inventer une figure. C'est hyper intéressant, du coup, se fixer des objectifs mesurables et puis y aller pas à pas. Exactement, clair. Merci beaucoup, Patrice, pour cette discussion hyper intéressante. Sans faire de politique et sans prendre parti, on espère pour toi que tout se passera bien pour cette élection, pour la présidence du CNESF. Et bon courage et à très vite. Merci, Patrice. À très vite. Merci bien. À bientôt. Au revoir. Cet épisode est déjà terminé. Merci à tous ceux qui écoutent jusqu'à la fin. J'espère que vous retiendrez beaucoup d'apprentissage de celui-ci, comme ça peut m'apporter à chaque fois que j'en enregistre un. N'hésitez toujours surtout pas à me faire vos commentaires ou vos retours via les réseaux sociaux. Ça permettra au podcast d'être toujours au top. Sur Instagram, c'est @broncharmikhailov si vous voulez me suivre et suivre les infos du podcast. Et encore une fois, si vous pouvez me mettre un petit commentaire et une note 5 sur 5 sur Apple Podcast, sur votre iPhone ou sur votre Mac, ça m'aidera beaucoup à le diffuser au plus grand nombre. Si vous n'avez pas Apple Podcast, aucun souci, vous pouvez énormément m'aider aussi en partageant le podcast auprès de 3-4 amis à vous. Ça vous prendra pas plus de 5 minutes, mais ça m'aidera beaucoup à partager ces discussions. Je ne vous en dis pas plus et on se retrouve très bientôt. Salut!